Chaque père connaît le déchirement de voir les rêves de son enfant s'envoler parce qu'il ne peut pas lui offrir ce que les autres enfants ont. Pour Daniel Quinn, cette douleur était plus profonde que la perte de son emploi ou de son mariage n'aurait jamais pu l'être. Ce père célibataire n'avait plus que $100 quand il a décidé d'emmener son fils de 8 ans, Léo, pour une dernière aventure. Ils ont préparé leur vieil équipement de randonnée et se sont dirigés vers les montagnes du Montana, suivant un sentier dont le père de Daniel lui avait parlé des années auparavant. Au fond d'une vallée oubliée, ils ont découvert un train abandonné, dissimulé par les arbres et le temps. À l'intérieur de l'un des wagons, sous des planches de plancher branlantes, ils ont découvert quelque chose qui allait tout changer. Un coffre-fort secret rempli de vieilles peintures, d'obligations et d'objets d'art d'une valeur de $12 millions. Mais garder ce trésor allait s'avérer plus difficile que de le trouver. Que risqueriez-vous pour offrir à votre enfant l'avenir qu'il mérite? Avant de reprendre le récit, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Le cri strident du réveil traversa les minces parois de l'appartement. Exigu à 5h47, 3 minutes avant l'heure à laquelle Daniel Quinn l'avait réglé. Il était de toute façon réveillé depuis des heures, fixant la tache d'eau au plafond qui ressemblait à un point d'interrogation. C'était bien approprié, étant donné que sa vie était devenue un grand point d'interrogation sans réponse claire en vue. Daniel sortit de son lit simple et étroit, prenant soin de ne pas réveiller Léo, qui dormait paisiblement sur le canapé-lit de leur studio. Le visage du garçon, détendu dans son sommeil, portait encore les traces de la déception de la veille. Lorsque Daniel avait dû lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas se permettre la sortie scolaire de $20 au musée des sciences, Léo avait simplement hoché la tête, comme il le faisait toujours maintenant, lorsqu'un autre petit rêve était brisé par leur réalité. La routine matinale était devenue une chorégraphie minutieuse de mouvements silencieux. Daniel enjamba le vélo cassé que Léo lui demandait de réparer depuis 3 mois. Une autre promesse qu'il ne pouvait tenir faute d'argent pour les pièces. Il se dirigea vers leur minuscule kitchenette, où une seule tasse de café se tenait à côté d'un pot vide qui avait autrefois contenu du beurre de cacahuète. Le réfrigérateur ronronnait bruyamment, peinant à garder leurs maigres provisions au frais, un demi-gallon de lait, dont l'expiration était dans 2 jours, quelques tranches de fromage générique et des restes de spaghettis d'il y a 2 nuits. 6 mois. C'était le temps écoulé depuis que Méridian Environnemental Solutions l'avait licencié pour motif réel et sérieux, un euphémisme pour avoir refusé de falsifier des rapports d'impact environnemental qui auraient permis l'expansion d'une usine chimique dans un bassin hydrographique protégé. Le procès pour licenciement abusif était toujours en cours, et le peu d'économies qu'il avait fondé dans la poche de son avocat. Ses anciens collègues ne lui répondaient plus, craignant d'être associé à un lanceur d'alerte dans une industrie où la réputation signifiait tout. Daniel ouvrit son portefeuille et compta à nouveau les billets, comme s'ils avaient pu se multiplier pendant la nuit. $97. Après le loyer du vendredi, il n'aurait absolument rien. L'avis d'expulsion était déjà scotché à leur porte, leur donnant 10 jours pour trouver un argent miracle ou un nouvel endroit où vivre. À Billings, au Montana, les miracles semblaient aussi rares que des logements abordables pour un père célibataire ayant un mauvais crédit. Léo remua sur le canapé, une petite main tendue dans son sommeil vers l'endroit où se trouvait autrefois le lit de Daniel, avant que les frais d'avocat pour le divorce ne le forcent à le vendre. Le garçon ne s'était jamais plaint d'avoir renoncé à sa propre chambre quand ils avaient dû déménager de leur maison vers cet endroit. Il ne s'était jamais plaint quand Daniel avait dû vendre sa voiture, et qu'ils avaient commencé à prendre le bus partout. Il ne s'était jamais plaint quand les fêtes d'anniversaire et les événements scolaires étaient devenus des luxes qu'il ne pouvait pas se permettre. La cafetière gargouilla, emplissant leur petit espace de l'arôme riche qui rappelait à Daniel les samedis matins dans la maison qu'ils appelaient autrefois leur foyer. À l'époque où il se réveillait au rire de Léo résonnant de la cuisine tandis que son ex-femme Sarah faisait des crêpes en forme de dinosaure. Avant qu'elle ne décide qu'aimer quelqu'un signifiait qu'il devait pouvoir offrir mieux que des bons alimentaires et des vêtements de friperie. « Tu es un homme bien, Daniel » avait-elle dit lors de leur dernière conversation, sa voix empreinte de cette nuance de pitié qui blessait plus profondément que la colère. Mais Léo a besoin de stabilité. Il a besoin d'un père qui puisse vraiment prendre soin de lui. Les papiers de divorce avaient été signés un mardi.
Elle s'était remariée un samedi. Son nouveau mari conduisait une BMW et possédait 3 cabinets dentaires à travers l'État. Léo l'appelait oncle Mike et passait un week-end sur 2 dans leur maison de banlieue avec piscine et un golden retriever nommé Buddy. Daniel sortit le vieux sac à dos de randonnée de son père du placard étroit, son extérieur en toile vieilli par des décennies de sentiers de montagne du Montana. À l'intérieur de la poche avant, ses doigts trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une photographie fanée de son père à 35 ans, souriant sous un chapeau à large bord. Des montagnes s'étendant à l'infini derrière lui. Au dos, de la main soignée de son père, on lisait « Le ruban entre les mondes, 1987 ». Certains sentiers mènent à bien plus que de simple vue, mon fils. Son père lui avait raconté des histoires sur ce sentier lors de longues soirées d'hiver, parlant de vallées cachées et de lieux oubliés où l'ancienne voie ferrée transportait autrefois des provisions vers les camps miniers dans les années 1800. Des endroits où un homme pouvait penser clairement, loin du bruit de la vie ordinaire. Des endroits où les garçons devenaient des hommes, et où les hommes se souvenaient de qui ils étaient vraiment. Papa. La voix endormie de Léo flotta dans l'appartement. Bonjour, mon grand. Tu as bien dormi? Léo s'assit, se frottant les yeux avec ses petits poings. À 8 ans, il se tenait avec un sérieux qui déchirait le cœur de Daniel. Les enfants ne devraient pas avoir à se soucier de l'argent du loyer. Ni à se demander pourquoi d'autres enfants avaient des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir. Est-ce qu'on va devoir déménager encore une fois, demanda Léo, sa voix neutre, comme les enfants apprennent à l'être quand la déception devient routine. Daniel s'assit sur le bord du canapé-lit, le cadre métallique grinçant sous son poids. Que dirais-tu si je te disais que j'avais une idée d'aventure à la place? Les yeux de Léo s'illuminèrent pour la première fois depuis des semaines. Quel genre d'aventure? Le genre dont ton grand-père me parlait, des montagnes. De l'air frais et des sentiers qui mènent à des endroits que la plupart des gens ne voient jamais. Daniel brandit la photographie. Ton grand-père m'a laissé des cartes et des histoires sur un sentier spécial, quelque chose qu'il appelait le ruban entre les mondes. Léo prit la photo avec des mains précautionneuses, étudiant le visage de son grand-père avec l'intensité que les enfants apportent au trésor. Il a l'air heureux. Il était le plus heureux lorsqu'il explorait des endroits qui le faisaient se sentir vivant. Daniel marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pensais qu'il était peut-être temps que nous découvrions de quoi il parlait. Juste toi et moi, mon grand. Une aventure père-fils. Mais l'école? L'école sera là quand nous reviendrons. C'est différent. Il s'agit d'apprendre quelque chose que nous ne pouvons pas trouver dans les livres. Léo resta silencieux un long moment, absorbant l'information. On dormirait dans des tentes? Oui. Nous ferions cuire notre nourriture sur un feu de camp, suivrions les sentiers que ton grand-père a parcourus quand il était jeune, et ce serait juste nous. Juste nous. Quelque chose changea dans l'expression de Léo, une étincelle d'excitation se mêlant à l'espoir prudent qu'il avait appris à protéger. Quand partirait-on? Daniel regarda autour de leur petit appartement, l'avis d'expulsion sur la porte, le vélo cassé et le réfrigérateur vide, le visage de son fils, si désireux que quelque chose de bien se produise dans leur série de jours difficiles. Et si on partait aujourd'hui? En moins de 2 heures, ils avaient emballé tout ce qui comptait pour eux dans le vieil équipement de camping du père de Daniel, des sacs de couchage qui sentaient le cèdre et l'aventure, un réchaud de camping qui avait préparé d'innombrables repas sous les cieux du Montana, des bouteilles d'eau, une trousse de premiers secours et des barres granola. Qui devrait servir de budget course pour la semaine. Léo aida à plier leurs quelques vêtements dans le sac à dos avec l'attention méticuleuse qu'il apportait maintenant à tout, comme s'il comprenait que prendre soin de ce qu'ils avaient été le seul moyen de s'assurer de ne pas le perdre. Il glissa son livre préféré, un exemplaire usé de Hatchet, que Daniel avait trouvé dans une librairie d'occasion, dans la poche avant, à côté de la photographie de son grand-père. Le trajet jusqu'au début du sentier les emmena vers l'ouest à travers des collines ondulantes qui laissèrent progressivement place au sommet spectaculaire de la chaîne Absaroka. Daniel avait échangé leur argent de course contre de l'essence. Mais en regardant le visage de Léo pressé contre la vitre du passager, montrant des aigles et des élans, et la façon dont la lumière matinale peignait les flancs des montagnes, il sut qu'il avait fait le bon choix. Papa, regarde. Léo désigna un groupe de
tremblent dont les feuilles avaient viré au doré éclatant dans l'air du début de l'automne. On dirait qu'elles sont en feu, mais un bon feu. Un bon feu, acquiesça Daniel, sentant quelque chose dans sa poitrine se relâcher pour la première fois depuis des mois. Le parking du sentier était presque vide un mercredi matin, avec seulement quelques randonneurs chevronnés chargeant leurs sacs sur leur dos avant de disparaître dans la forêt. Daniel vérifia une dernière fois la carte dessinée à la main par son père, la comparant aux balises officielles du sentier. Selon les notes, il devrait parcourir le sentier principal sur environ 3 miles avant de chercher un chemin non balisé qui bifurquait vers le nord, vers ce que son père avait simplement étiqueté, la vallée. « Tu es prêt pour ça, Léo ?» Léo mit son petit sac sur l'épaule, chargé de collations, de son livre et d'un sens de l'aventure qui le faisait paraître plus âgé que ses 8 ans. « Je suis prêt, papa. » Ils partirent ensemble dans les montagnes, père et fils marchant côte à côte sur un sentier qui promettait de les mener quelque part où aucun d'eux n'était jamais allé. Derrière eux, leur petit appartement, son avis d'expulsion et le vélo cassé rapetissèrent jusqu'à disparaître entièrement. Devant, la forêt leur ouvrait les bras pour accueillir 2 voyageurs qui n'avaient plus rien à perdre et tout à découvrir. L'air matinal avait le goût des aiguilles de pin et de la possibilité. Pour la première fois depuis des mois, Daniel Quinn eut l'impression que peut-être, juste peut-être, il marchait vers quelque chose de mieux au lieu de fuir quelque chose de pire. Il ne pouvait savoir qu'avant que le soleil ne se couche à nouveau, leur vie allait changer. D'une manière qui ferait que chaque épreuve qu'ils avaient endurée semblerait être une préparation à l'aventure qui était sur le point de commencer. Le sentier serpentait à travers d'épaisses futaies de pins tordus et de sapins de Douglas, leurs bottes crissant doucement sur le tapis d'aiguilles tombées qui amortissait leur pas. Léo marchait devant avec l'énergie débordante de l'enfance, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour examiner des roches intéressantes ou désigner des oiseaux qui voltigeaient à travers la canopée au-dessus. Daniel suivait à un rythme régulier, consultant la carte dessinée à la main par son père et la comparant aux repères qu'il croisait. Après 3 miles, juste comme l'indiquaient les notes de son père, ils trouvèrent ce qui ressemblait à un ancien sentier de gibier bifurquant au nord du chemin principal. Il était à peine visible, envahi par les sorbiers et les alisiers, marqué seulement par quelques entailles usées, gravées dans des troncs d'arbres des décennies auparavant. Par ici, Léo, appela Daniel, écartant un rideau de branches. Le sentier non balisé montait régulièrement à travers un terrain qui devenait de plus en plus sauvage à chaque pas. Des arbres anciens se pressaient des 2 côtés, leurs troncs massifs créant une cathédrale vivante qui filtrait la lumière du soleil de l'après-midi en motif dansant sur le sol forestier. L'air devenait plus frais et plus mince à mesure qu'il prenait de l'altitude, portant des senteurs de fleurs sauvages et quelque chose d'autre. Quelque chose qui rappelait à Daniel du vieux métal et des lieux oubliés. Léo était devenu plus silencieux à mesure qu'il grimpait, économisant son souffle pour l'ascension régulière. Mais ses yeux restaient vifs de curiosité. Lorsqu'ils atteignirent une crête après 1 heure de randonnée, il fut le premier à apercevoir ce qui se trouvait dans la vallée en contrebas. « Papa. Regarde ça. » Daniel suivit le doigt de son fils et sentit son souffle se couper. Devant eux s'étendait une vallée cachée, entièrement enclose par des parois montagneuses abruptes et accessibles uniquement par l'étroite brèche où il se tenait maintenant. Mais ce qui le fit contempler avec émerveillement n'était pas la beauté naturelle de la vallée. C'était la ligne sombre qui la traversait tout droit comme une cicatrice dans la nature sauvage, des voies ferrées, rouillées et envahies par la végétation, mais sans équivoque les vestiges d'une ligne de chemin de fer qui n'aurait pas dû exister dans cet endroit reculé. « C'est une voie de chemin de fer ?» demanda Léo, la voix pleine d'excitation. Daniel sortit la boussole de son père de son vieux sac de randonnée, observant l'aiguille osciller follement avant de se fixer sur une direction qui pointait directement vers le fond de la vallée. La boussole elle-même était un mystère. Son père n'avait jamais mentionné en posséder une, et Daniel ne se souvenait pas l'avoir vue avant aujourd'hui. Pourtant, elle était là, nichée dans une poche latérale comme si elle y avait toujours appartenu. « Allons voir, » dit Daniel. La descente dans la vallée les mena à travers un terrain qui semblait épargné par la présence humaine depuis des décennies. Des fleurs sauvages s'épanouissaient avec une profusion incroyable, la pinceau indien, le lupin et la xérophile créant un jardin naturel qui s'étendait vers la voie ferrée abandonnée. L'air scintillait d'une clarté immaculée qui n'existait que dans des lieux éloignés de la civilisation. À mesure qu'ils s'approchaient des voies,
Daniel put constater que la voie ferrée était plus substantielle qu'il ne l'avait d'abord pensé. Il ne s'agissait pas de rails à voie étroite utilisés par les exploitations minières, mais de rails de chemin de fer de taille normale qui auraient pu transporter des trains de voyageurs. Les traverses en bois étaient patinées mais solides, et les rails en acier, bien que rouillés, montraient le genre de construction lourde qui suggérait un investissement sérieux dans l'opération qui avait autrefois traversé cette vallée. « Où est-ce que ça va, d'après toi » demanda Léo, courant le long des voies, les bras tendus comme un avion. « Je ne sais pas, mon grand. Suivons-le et voyons. » Ils marchèrent le long de la voie ferrée sur près d'1 mile, les rails les menant plus profondément dans la vallée vers un bosquet de peupliers massifs qui poussait près de ce qui semblait être une source naturelle. Le bruit de l'eau courante devint plus fort à mesure qu'ils approchaient, et Daniel commençait à penser qu'il ne trouverait rien de plus que les vestiges d'une ancienne exploitation forestière quand Léo s'arrêta soudain et pointa du doigt en avant. « Papa, il y a quelque chose dans ces arbres. » Au début, Daniel ne vit que des ombres et le jeu de la lumière et des feuilles. Mais à mesure qu'il s'approchait, des formes commencèrent à émerger du camouflage du temps et de la végétation, des wagons, 3 d'entre eux, posés sur une section de voie qui s'incurvait dans le bosquet, comme si la voie ferrée avait été conçue pour se terminer précisément à cet endroit. Les wagons étaient anciens, des voitures de voyageurs du début du siècle, avec des ferronneries ornées et de hautes fenêtres. Leur peinture autrefois élégante était maintenant fanée, de la couleur des feuilles d'automne. Le lierre et les vignes sauvages avaient recouvert une grande partie de leur extérieur, créant un cocon naturel qui les avait en quelque sorte préservés des pires effets des intempéries et du temps. « Il y a des gens à l'intérieur, » murmura Léo, se rapprochant de Daniel. « Je ne crois pas, mon fils. Ils sont là depuis très longtemps. » Ils approchèrent du premier wagon avec prudence. Ses fenêtres étaient intactes, mais si recouvertes par des décennies de crasse et de végétation que l'on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Daniel essaya la porte et la trouva verrouillée. Mais le second wagon céda à la pression lorsqu'il posa son épaule contre son entrée. La porte s'ouvrit avec un gémissement de protestation, révélant un intérieur qui coupa le souffle de Daniel. Le compartiment passager était comme une capsule temporelle du début des années 1900. Des sièges en velours moelleux, bien que fanés et poussiéreux, conservaient encore leurs courbes élégantes. Des accessoires en laiton luisaient faiblement dans la lumière filtrée. Et un lustre orné pendait du plafond, ses cristaux étant étrangement toujours intacts après toutes ces années. « Waouh » souffla Léo, entrant avec la révérence que les enfants montrent dans les musées. Daniel le suivit, remarquant des détails qui témoignaient du luxe original du wagon. Des panneaux de bois sculptés à la main tapissaient les murs, incrustés de ce qui ressemblait à des motifs de nacre. Le sol était recouvert d'un tapis persan qui avait en quelque sorte survécu aux décennies, son motif complexe étant encore visible sous des couches de poussière. « Papa, regarde ça » appela Léo depuis l'extrémité du wagon. Il se tenait à côté de ce qui semblait être un compartiment privé, dont la porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Daniel pouvait voir une petite couchette et un bureau en acajou, sa surface encore ornée de encriers en cristal et d'un coupe-papier en laiton. « Cela devait être pour quelqu'un de vraiment important, » dit Daniel, passant ses doigts sur la finesse de l'artisanat. C'est Léo qui remarqua qu'une section des planches de plancher ornées ne correspondait pas tout à fait aux autres. Les enfants, songea Daniel, avaient une façon de voir les choses que les adultes manquaient. Le garçon s'agenouilla et traça le contour de ce qui ressemblait à un panneau caché. « Papa, je crois que ça s'ouvre. » Daniel examina la section de plus près et réalisa que Léo avait raison. Les planches de plancher formaient ici un rectangle qui dépassait légèrement du bois environnant, et lorsqu'il appuya sur un coin, toute la section s'inclina sur des charnières cachées. En dessous se trouvait une cavité tapissée de toile huilée et de métal, un coffre-fort caché intégré à la structure même du wagon. Et à l'intérieur de ce coffre-fort, protégé du temps et des intempéries par une ingénierie soignée et une chance pure, se trouvaient des trésors qui firent battre le cœur de Daniel avec incrédulité. Des peintures dans des cadres dorés, leur surface protégée par du verre et un emballage soigné, des boîtes qui semblaient contenir des bijoux et des métaux précieux, des piles de documents liés par un ruban, et, éparpillés, des objets d'art qui témoignaient de la richesse et de la culture d'une époque révolue, des figurines de jade sculptées, des services à thé en argent. Des livres reliés en cuir qui semblaient appartenir à la bibliothèque privée d'un manoir. « Papa,
Est-ce qu'on est riche maintenant? Demanda Léo, son esprit de 8 ans allant droit au cœur de ce que cette découverte pourrait signifier. Daniel fixa le contenu du coffre-fort, son esprit d'ingénieur essayant de calculer les valeurs, tandis que son cœur de père se demandait ce que cela signifierait pour leur avenir, pour l'avenir de Léo. Je ne sais pas, mon fils, dit honnêtement. Mais je crois que nous venons de trouver quelque chose qui va changer nos vies. À l'extérieur du wagon, les ombres de l'après-midi s'allongeaient, peignant la vallée cachée de nuances d'or et de braise. Quelque part au loin, un faucon cria, sa voix résonnant sur les parois. Des montagnes qui entouraient leur monde secret. Daniel Quinn, qui s'était réveillé ce matin-là avec 97 $ et un avis d'expulsion, était maintenant agenouillé à côté d'un trésor qui pouvait résoudre tous les problèmes qu'ils avaient jamais eus. Mais comme il allait bientôt l'apprendre, certaines découvertes apportent autant de complications que de solutions. Et dans cette vallée cachée, où le temps semblait s'écouler différemment, et où les boussoles pointaient vers la destinée plutôt que vers le nord magnétique, leur véritable aventure ne faisait que commencer. Ils passèrent la nuit dans leur tente près de la source cachée, assez près des wagons pour surveiller, mais assez loin pour que Léo puisse dormir sans fixer le trésor qui avait bouleversé leur monde. Daniel resta éveillé une grande partie de la nuit, écoutant le bruit de l'eau courante et la respiration paisible de son fils, tandis que son esprit parcourait des possibilités et des problèmes qui semblaient se multiplier dans l'obscurité. Au matin, il avait pris une décision. Il retournerait en ville, agirait normalement et ferait des recherches sur ce qu'ils avaient trouvé avant d'eux. Faire quoi que ce soit qui pourrait attirer une attention indésirable. La dernière chose qu'il voulait était de perdre la confiance de Léo en faisant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, ou pire, de les mettre tous les deux en danger en étant négligent avec l'information. La randonnée de retour au début du sentier semblait différente maintenant. Léo discutait avec enthousiasme de leur découverte, posant des questions auxquelles Daniel ne pouvait répondre et faisant des projets qui ne se réaliseraient peut-être jamais. Combien ça valait? Pourraient-ils acheter une maison avec un grand jardin? Pourrait-il avoir un chien? Lorsque Daniel suggéra doucement de garder leur aventure secrète jusqu'à ce qu'ils en sachent plus, Léo hocha la tête avec le sérieux d'un enfant initié à une importante conspiration d'adultes. De retour dans leur petit appartement, tout était exactement comme ils l'avaient laissé, l'avis d'expulsion toujours scotché à la porte, le vélo cassé occupant toujours un espace précieux, le réfrigérateur vide fredonnant toujours sa chanson laborieuse. Mais Daniel avait l'impression de voir leur vie avec de nouveaux yeux, comme si la possibilité de changement avait modifié sa perspective sur ce qui avait semblé être des problèmes permanents. Le premier arrêt fut la bibliothèque publique de Billings, où la section d'histoire locale occupait 2 étagères poussiéreuses dans le coin arrière du bâtiment. Madame Henderson, la bibliothécaire âgée qui y travaillait depuis plus longtemps que quiconque ne s'en souvenait, leva les yeux de son travail de catalogage avec l'expression satisfaite qu'elle réservait aux usagers qui s'intéressaient à tout ce qui était plus ancien que les best-sellers de la semaine dernière. Monsieur Quinn. N'est-ce pas? Le père de Léo? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Nous faisons des recherches sur les anciennes lignes de chemin de fer de la région, dit Daniel prudemment. En particulier celles qui auraient pu traverser les vallées montagneuses à l'ouest d'ici. Les yeux de Madame Henderson s'illuminèrent. Oh, c'est un sujet fascinant. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point le système ferroviaire était étendu dans le Montana pendant le boom minier. Venez avec moi. Elle les conduisit à une table de coin et disparut dans les rayons. Revenant avec une brassée de livres et de dossiers qui semblaient n'avoir pas été dérangés depuis des années, des histoires locales, des relevés ferroviaires, des registres de compagnies minières. Des coupures de journaux datant des années 1800. Le Montana Central Railway avait plusieurs lignes secondaires qui desservaient les camps miniers, expliqua-t-elle, étalant une carte dessinée à la main qui montrait des lignes pointillées s'étendant dans des zones que Daniel reconnaissait. La plupart d'entre elles ont été abandonnées lorsque les mines se sont épuisées. Oh, mais il y avait aussi des rumeurs de lignes privées. Certaines des riches familles minières ont construit leur propre chemin de fer pour transporter non seulement du minerai, mais aussi leurs effets personnels vers des résidences d'été dans les montagnes. Léo s'assit tranquillement à côté de Daniel, faisant semblant de lire un livre d'images tout en écoutant attentivement chaque mot. Daniel se retrouva à étudier une section particulière de la carte où plusieurs lignes convergeaient dans une zone simplement étiquetée Ashworth Holdings. Parlez-moi des Ashworth, dit Daniel.
Madame Henderson s'installa dans sa chaise avec la satisfaction de quelqu'un qui attendait depuis des années qu'on lui pose cette question. Les Ashworth étaient l'une des familles les plus puissantes du Montana au début des années 1900. Le vieux Thomas Ashworth avait fait fortune dans l'extraction du cuivre, mais sa fille Victoria était la plus intéressante. Belle, éduquée, rebelle selon les standards de son époque. Elle était censée épouser un membre d'une autre famille minière, mais il y avait toujours des rumeurs selon lesquelles elle avait d'autres projets. Quel genre de projet? Eh bien, c'est là que l'histoire se mêle à la légende, vous comprenez? Mais les histoires disent que Victoria était amoureuse de quelqu'un que son père n'aurait pas approuvé. Un ingénieur ferroviaire. Si je me souviens bien. On disait qu'elle avait converti une partie de son héritage en richesses portables, bijoux, œuvres d'art, des choses qui pouvaient voyager facilement. Le plan était censé être de s'enfuir et de commencer une nouvelle vie loin du Montana. Daniel sentit son pouce accélérer. Que s'est-il passé? C'est le mystère. Victoria Ashworth a disparu en 1903. Certains disent qu'elle s'est enfuie avec son amant. D'autres croient que sa famille l'avait fait interner dans un asile pour éviter le scandale. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Ni aucune trace du trésor qu'elle était censée avoir emporté. Madame Henderson sortit un journal relié en cuir de l'un des dossiers. Ceci appartenait à sa femme de chambre personnelle. Donné à la bibliothèque par un descendant. Il contient des entrées intéressantes sur les dernières semaines de Victoria. Daniel ouvrit le journal avec précaution, ses pages craquantes de vieillesse. L'écriture était soignée et précise, documentant la vie quotidienne d'une riche maisonnée avec un détail méticuleux. Mais en lisant les entrées de fin 1903, une histoire différente commença à émerger. Mademoiselle Victoria agit de la manière la plus particulière ces derniers temps, disait une entrée. Elle passe des heures à écrire des lettres qu'elle brûle immédiatement. Et m'a fait faire et défaire sa malle de voyage 3 fois. Elle ne cesse de poser des questions sur les horaires de chemin de fer, en particulier la ligne privée qui dessert la résidence de montagne de la famille. Hier, je l'ai trouvée pleurant sur la boîte à bijoux de sa mère, choisissant des pièces comme si elle ne devait plus jamais voir le reste. Une autre entrée, datée de quelques jours seulement avant la disparition de Victoria, était encore plus révélatrice. Mademoiselle Victoria m'a demandé de témoigner de sa signature sur un document aujourd'hui, bien qu'elle ne m'ait pas laissé lire ce qu'il contenait. Elle l'a scellé dans une enveloppe et m'a dit que c'était une assurance pour l'avenir. Elle semblait effrayée, qu'elle ait essayé de le cacher. Je crains que quelque chose de terrible ne se produise. Daniel referma le journal, l'esprit en ébullition. Si Victoria Ashworth avait en effet emporté une fortune et prévoyait de s'échapper par chemin de fer. Et si ce chemin de fer avait mené à la vallée cachée où Léo et lui avaient trouvé les wagons, alors ce qu'ils avaient découvert pourrait être plus qu'un simple trésor abandonné. Ce pourrait être là. Preuve d'un mystère centenaire. Madame Henderson, y a-t-il des descendants vivants de la famille Ashworth? Oh, oui, pas mal. Ils sont toujours l'une des familles proéminentes de l'État. Bien qu'il se soit davantage tourné vers la banque et l'immobilier ces jours-ci. Le petit-neveu de Victoria dirige la fondation Ashworth ici à Billings. Pourquoi demandez-vous? Daniel choisit ses mots avec soin. Léo et moi avons fait de la randonnée dans des zones où passaient les anciennes voies ferrées. Nous sommes curieux de l'histoire. Madame Henderson sourit. Eh bien, si vous êtes vraiment intéressé, vous pourriez vouloir parler à Sarah Chen. C'est une historienne spécialisée dans l'histoire des chemins de fer du Montana. Elle fait des recherches sur la famille Ashworth depuis des années, essayant de reconstituer ce qui est vraiment arrivé à Victoria. Elle vient ici régulièrement pour consulter ses documents. Alors qu'il quittait la bibliothèque, Léo portant un livre pour enfants sur les trains que Madame Henderson lui avait permis d'emprunter, Daniel sentit le poids de ce dans quoi il s'était embarqué. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de résoudre un mystère qui avait intrigué les gens pendant plus d'un siècle. Mais il s'agissait aussi de quelque chose de plus immédiat, assurer la sécurité de Léo. Tout en trouvant comment gérer une découverte qui pourrait attirer l'attention de personnes qui n'auraient pas leurs meilleurs intérêts à cœur. « Papa », dit Léo alors qu'il marchait vers l'arrêt de bus. « Est-ce qu'on va dire aux gens ce qu'on a trouvé ?» Daniel baissa les yeux vers le visage confiant de son fils et réalisa que, quoi qu'il arrive ensuite,
il devait s'assurer que Léo comprenne que certains secrets valaient la peine d'être protégés, du moins jusqu'à ce qu'il sache à qui faire confiance. Pas encore, mon grand. D'abord, nous devons en apprendre davantage sur l'histoire. Ensuite, nous déciderons qui doit savoir. Léo hocha la tête solennellement, serrant son livre de bibliothèque. Aucun d'eux ne remarqua la berline sombre qui était garée en face de la bibliothèque, ni l'homme à l'intérieur qui les observait à travers les fenêtres. Leur secret commençait déjà à s'échapper. Marcus Rivera, le vieil ami de Daniel, avait toujours été le genre d'avocat qui répondait au téléphone, quelle que soit l'heure à laquelle on l'appelait, surtout si la personne était en difficulté. Lorsque Daniel le joignit ce soir-là depuis la cabine téléphonique à l'extérieur de leur immeuble, son service de téléphonie mobile avait été coupé 2 semaines auparavant. Marcus écouta sans interruption pendant que Daniel expliquait soigneusement leur découverte, sans mentionner d'emplacement spécifique ni l'étendue exacte de ce qu'ils avaient trouvé. « Tu dois être très prudent ici, Daniel, » dit Marcus quand l'histoire fut terminée. La loi sur les trésors trouvés au Montana est compliquée. Et si ce que tu décris a une signification historique, il pourrait y avoir plusieurs parties avec des revendications légitimes. Que veux-tu dire? Eh bien, il y a le propriétaire foncier où les objets ont été trouvés, ce qui pourrait être une propriété privée ou un terrain de l'État. Il y a des héritiers potentiels du propriétaire original. Il y a la possibilité que certains de ces objets aient été des biens volés au départ. Et s'ils ont une valeur archéologique ou historique, l'État pourrait avoir intérêt à les préserver. Daniel sentit son estomac se nouer. Alors, on ne pourra peut-être rien garder? Cela dépend de nombreux facteurs. La meilleure chose à faire maintenant est de tout documenter minutieusement. Et de rechercher autant que possible la propriété légale avant que quiconque d'autre ne s'implique. Une fois que la nouvelle se répandra, tu auras des chasseurs de trésors, des avocats et peut-être même les forces de l'ordre, tous voulant leur part du gâteau. Combien de temps avons-nous? Cela dépend de ta capacité à garder un secret. Mais Daniel, je dois te demander, es-tu absolument certain que personne d'autre n'est au courant? Daniel pensa à leur visite à la bibliothèque, aux informations utiles de Madame Henderson, à la suggestion de contacter l'historienne Sarah Chen. Nous avons été prudents. Bien. Continue comme ça jusqu'à ce que nous puissions trouver la meilleure approche. Après avoir raccroché, Daniel retourna à leur appartement et trouva Léo assis à leur petite table, dessinant soigneusement des images de leur aventure dans les marges de son cahier d'école. Les dessins étaient étonnamment détaillés pour un enfant de 8 ans, la vallée cachée. Les wagons, même des croquis rudimentaires de certains des trésors qu'ils avaient vus. Léo, mon grand, tu te souviens de ce dont nous avons parlé, garder ce secret? Je sais, papa. Je ne vais le dire à personne. Léo leva son cahier. Mais je voulais m'en souvenir exactement comme il faut. Daniel s'assit à côté de son fils, étudiant les dessins innocents qui capturaient leur découverte avec une précision enfantine. Ils sont vraiment bons, Léo, mais peut-être devrions-nous les garder privés pour l'instant. D'accord? D'accord. Léo ferma le cahier et regarda son père avec des yeux sérieux. Papa, on va avoir des ennuis pour l'avoir trouvé. La question toucha Daniel en plein cœur. Léo avait déjà vécu trop d'incertitudes dans sa jeune vie. Et Daniel en ajoutait davantage en l'impliquant dans quelque chose qui pouvait mal tourner de manière qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Je ne crois pas, mon fils. Mais parfois, quand les gens trouvent des choses de valeur, ça se complique parce que d'autres personnes pourraient penser qu'elles les méritent aussi. Nous devons juste être intelligents sur la façon dont nous gérons ça. Comme dans mon livre, dit Léo, faisant référence à son exemplaire de Hatchet. Brian doit être prudent avec tout dans la nature sauvage car une seule erreur pourrait être très grave. Exactement comme ça. Le lendemain matin apporta une visite inattendue. Daniel préparait le petit déjeuner quand un coup à la porte interrompit leur routine tranquille. Parle Judas. Il vit une femme asiatique d'âge moyen, en tenue professionnelle, tenant une mallette et semblant appartenir à une salle de conseil plutôt qu'au couloir de leur immeuble délabré. Monsieur Quinn. Je m'appelle Sarah Chen. Je crois que Madame Henderson à la bibliothèque a mentionné que vous pourriez être intéressé à me parler de l'histoire des chemins de fer du Montana. Le pouls de Daniel s'accéléra. C'était l'historienne que Madame Henderson avait recommandée,
mais il ne l'avait pas encore contactée. Comment les avait-elle trouvés? Il ouvrit la porte, mais laissa la chaîne de sécurité en place. Je suis désolé. Comment avez-vous eu mon adresse? Sarah Chen sourit d'un air contrit. J'aurais dû appeler d'abord, mais je n'ai pas votre numéro de téléphone. Madame Henderson m'a dit que vous vous renseignez sur la famille Ashworth et les anciennes lignes de chemin de fer. Il est rare de trouver quelqu'un d'intéressé par cette partie particulière de l'histoire. Alors j'ai pensé que nous pourrions nous aider mutuellement. Léo apparut à côté de Daniel, curieux de leur visiteuse. L'expression de Sarah s'adoucit lorsqu'elle le vit. Vous devez être Léo. Madame Henderson a mentionné que vous aidiez votre père dans ses recherches. Vous êtes intéressé par les trains? Léo hocha timidement la tête. On a fait de la rando là où il y avait des rails de train. Daniel sentit une alarme retentir dans sa tête. Mais avant qu'il ne puisse l'interrompre, Sarah répondait déjà avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait trouvé une âme sœur. C'est merveilleux. La plupart des anciennes lignes sont complètement envahies par la végétation maintenant, mais si vous savez où chercher, vous pouvez encore en trouver des traces. Quelle zone exploriez-vous, Léo? Daniel dit rapidement, pourquoi ne pas aller finir ton petit déjeuner pendant que mademoiselle Chen et moi parlons, mais le mal était déjà fait. Léo avait montré juste assez d'intérêt pour confirmer qu'il s'était effectivement rendu sur l'un des anciens sites ferroviaires, pas seulement lu à leur sujet dans des livres. L'expression de Sarah Chen changea légèrement, devenant plus concentrée. Monsieur Quinn, je fais des recherches sur la disparition de Victoria Ashworth depuis plus de 5 ans. J'ai des raisons de croire qu'elle ne s'est pas simplement enfuie comme la plupart des gens le supposent. Je pense que quelque chose lui est arrivé, et je pense que les preuves pourraient encore exister quelque part le long de ces lignes de chemin de fer. Quel genre de preuves? Sarah ouvrit sa mallette et en sortit un dossier en papier craft. Puis-je entrer? Cela pourrait prendre quelques minutes à expliquer. Contre son meilleur jugement, Daniel décrocha la chaîne et la laissa entrer. Sarah jeta un coup d'œil autour de leur appartement sommaire sans faire de commentaires, bien qu'il puisse la voir. Observer la vie d'expulsion, le vélo cassé, l'atmosphère générale de gens vivant de paix en paix. Elle étala plusieurs documents sur leur petite table, des photographies, des lettres et ce qui semblaient être des documents ferroviaires officiels du début des années 1900. Voici une photographie de Victoria Ashworth, dit Sarah, désignant un portrait formel d'une belle jeune femme aux yeux intelligents et à l'expression qui suggérait qu'elle pensait à quelque chose bien au-delà du studio du photographe. Et voici une lettre qu'elle a écrite à une amie quelques semaines seulement avant sa disparition. Daniel lut la lettre, qui parlait des projets de Victoria de trouver un endroit où le passé ne pourrait pas la suivre, et de son espoir que, un jour les gens comprendront les choix que j'ai dû faire. Maintenant, regardez ceci, continua Sarah, produisant un document qui coupa le souffle de Daniel. C'était un connaissement pour un envoi ferroviaire privé daté d'octobre 1903, listant le contenu comme « Effets personnels et collection d'art appartenant à Victoria Ashworth ». Destination indiquée comme « Mountain Station, ligne privée ». Je crois que Victoria ne s'est pas enfuie, dit Sarah doucement. Je crois qu'elle a été assassinée par sa propre famille pour l'empêcher d'exposer leurs pratiques minières illégales. Et je crois qu'elle a caché des preuves de leur crime avec son trésor personnel quelque part le long de cette ligne de chemin de fer privé. Elle regarda directement Daniel. Madame Henderson a mentionné que vous aviez fait de la randonnée dans des zones où passaient les anciennes lignes. Je ne suppose pas que vous ayez trouvé quelque chose d'intéressant? Daniel sentit le poids du médaillon en or dans sa poche. Le seul objet qu'il avait pris du wagon comme preuve de leur découverte. À l'intérieur du médaillon se trouvait une photographie de Victoria Ashworth et d'un jeune homme qui aurait pu être l'ingénieur ferroviaire que Madame Henderson avait mentionné. Mademoiselle Chen, dit-il prudemment, que se passerait-il si quelqu'un trouvait des preuves liées à la disparition de Victoria? Ce serait la découverte historique la plus significative au Montana depuis des décennies, répondit-elle. Cela rendrait enfin justice à Victoria et exposerait probablement des crimes qui ont été étouffés pendant plus d'un siècle. Elle marqua une pause, étudiant son visage. Monsieur Quinn, si vous avez trouvé quelque chose, je peux vous aider. Mais vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent et d'efforts pour s'assurer que certains faits concernant la famille Ashworth ne soient jamais révélés.
Si vous êtes tombé sur quelque chose d'important, vous pourriez avoir besoin de protection. Par la fenêtre de leur appartement, Daniel pouvait voir la berline sombre qui était garée en face de la rue depuis une heure, la même qu'il avait remarqué la veille devant la bibliothèque. Leur secret était définitivement révélé, et les complications dont Marcus l'avait averti commençaient déjà. Daniel prit une décision qui aurait semblé impossible quelques jours auparavant. Il sortit le médaillon en or de sa poche et le posa sur la table devant Sarah Chen. « Nous avons trouvé ceci, dit-il simplement. Les mains de Sarah tremblèrent. Alors qu'elle ouvrait le médaillon. Lorsqu'elle vit la photographie à l'intérieur, Victoria Ashworth avec ses bras autour d'un jeune homme en tenue d'employé de chemin de fer, ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est James Morrison, l'ingénieur qui a disparu la même semaine que Victoria. Je cherchais la preuve de leur relation depuis des années. » Elle leva les yeux vers Daniel avec un nouveau respect. « Où avez-vous trouvé cela? » Dans un endroit où Victoria aurait pu le cacher, avec d'autres choses qui lui appartiennent. Sarah resta silencieuse un long moment, étudiant la photographie avec l'intensité de quelqu'un qui venait de voir un morceau d'histoire prendre vie. « Monsieur Quinn, vous devez comprendre ce que vous avez découvert. Il ne s'agit pas seulement d'un trésor perdu. Victoria Ashworth était le témoin clé du déversement illégal de déchets miniers par son père dans la rivière Clark Fork. Son témoignage aurait fermé toute son exploitation et l'aurait probablement envoyé en prison. Et vous pensez que sa famille l'a tué pour empêcher cela? Je pense qu'ils ont essayé. Mais si vous avez trouvé ses effets personnels intacts, cela signifie qu'elle a réussi à les cacher avant ce qui lui est arrivé. Cela pourrait inclure des documents prouvant les crimes environnementaux que son père commettait. Léo, qui écoutait depuis la cuisine, apparut avec son cahier. « Mademoiselle Chen, voudriez-vous voir mes dessins ?» Avant que Daniel ne puisse l'arrêter, Léo avait ouvert le cahier sur ses croquis de la vallée cachée et des wagons. Sarah les étudia avec l'œil de quelqu'un qui comprenait ce qu'elle regardait. « Ils sont très détaillés, Léo. Vous avez un œil artistique remarquable. » Elle regarda Daniel. « Quelle est la précision de ces dessins? » « Très, admit Daniel. Alors vous avez trouvé le terminus ferroviaire privé que Victoria utilisait pour atteindre la résidence de montagne de sa famille. Selon les archives ferroviaires que j'ai découvertes, il a été construit spécifiquement pour transporter la famille Ashworth vers un pavillon de chasse qu'ils entretenaient dans une vallée reculée. Elle désigna le croquis des wagons de Léo. Il semble être dans un état remarquablement bon pour avoir été abandonné pendant plus d'un siècle. L'emplacement les a protégés, dit Daniel. Vallée cachée, abri naturel, climat sec. Sarah rassembla ses documents, mais Daniel pouvait voir son esprit travailler à toute vitesse. Monsieur Quinn, je dois être direct avec vous. Si ce que vous avez trouvé est aussi significatif que je le pense, vous allez avoir besoin d'aide pour naviguer dans les implications légales et politiques. La famille Ashworth a toujours une influence considérable dans cet État. Quel genre d'influence? Le genre qui peut faire disparaître des preuves et causer des ennuis juridiques à des personnes gênantes. Le petit-neveu de Victoria, Robert Ashworth, siège au conseil d'administration de 3 grandes banques et a des relations politiques partout au Montana. S'il croit que vous avez trouvé quelque chose qui pourrait nuire à la réputation de sa famille, il utilisera toutes les ressources à sa disposition pour vous discréditer ou vous intimider. Comme si elle était appelée par leur conversation, le téléphone de Daniel sonna. L'identification de l'appelant affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Mais lorsqu'il répondit, la voix était claire et professionnelle. « Monsieur Quinn, c'est Robert Ashworth. Je crois comprendre que vous avez posé des questions sur l'histoire de ma famille. J'aimerais vous inviter à déjeuner demain pour discuter de vos recherches. » Daniel sentit le sang se figer dans ses veines. « Comment avez-vous eu ce numéro, monsieur Ashworth? Je m'assure de rester informé des personnes qui s'intéressent aux affaires de famille. Demain à midi, au Petroleum Club. Je pense que vous trouverez notre conversation éclairante. » La ligne se coupa. Sarah observait le visage de Daniel. Et elle n'eut pas besoin de demander de quoi il s'agissait. « Ils savent, dit-elle simplement. »« Comment est-ce possible ? » ?»« Nous ne l'avons dit qu'avoué à mon avocat. » L'expression de Sarah s'assombrit.
Madame Henderson à la bibliothèque a mentionné qu'elle vous avait donné des informations sur la famille Ashworth. Le système informatique de la bibliothèque enregistre toutes les demandes de recherche, et la fondation Ashworth a fait d'importantes donations au projet de numérisation de la bibliothèque. Il ne leur serait pas difficile de surveiller qui a accédé à ces archives. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez plusieurs options, aucune d'elles n'est parfaite. Vous pouvez rencontrer Robert Ashworth et essayer de négocier une sorte d'arrangement. Vous pouvez aller aux médias et tout rendre public avant qu'ils ne puissent le supprimer. Ou vous pouvez contacter les autorités fédérales et signaler la découverte comme une preuve archéologique potentiellement significative. Daniel regarda Léo, qui écoutait avec l'expression écarquillée que les enfants affichent lorsqu'ils réalisent que le monde des adultes est plus compliqué qu'ils ne l'avaient compris. Que recommanderiez-vous? Honnêtement, je recommanderais de mettre Léo en sécurité d'abord. Si Robert Ashworth est assez désespéré pour faire des menaces, il pourrait ne pas se limiter à la pression légale. Des menaces? Il m'a invité à déjeuner. Monsieur Quinn, d'après mon expérience, quand des personnes riches et puissantes invitent des pères célibataires en difficulté à déjeuner, c'est rarement parce qu'elles veulent discuter de l'histoire de leur famille. Elles veulent vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser, ou elles veulent vous faire comprendre clairement ce qui se passera si vous ne coopérez pas. Ce soir-là, Daniel appela son ex-femme pour la première fois depuis des mois. Sarah, j'ai besoin de te demander une faveur. Daniel, tout va bien? Tu as l'air inquiet. Léo et moi nous sommes retrouvés dans une situation compliquée. Je ne peux pas tout expliquer au téléphone, mais j'aurais peut-être besoin que Léo reste avec toi quelques jours pendant que je règle certaines choses. Il y eut un long silence. Quel genre de situation compliquée? Le genre où il serait peut-être plus sûr pour lui de ne pas être avec moi en ce moment. Daniel, tu me fais peur. Tu as des ennuis avec la justice? Pas exactement, mais Sarah, s'il te plaît. Si je te demande de venir chercher Léo, peux-tu le faire? Sans poser beaucoup de questions. Bien sûr, mais Daniel, si tu es en danger, peut-être devrais-tu appeler la police. La police pourrait faire partie du problème. Après avoir raccroché, Daniel trouva Léo assis sur son lit, attachant soigneusement un paquet de lettres d'amour de l'époque victorienne avec le même ruban fané qui les avait initialement liées. Les lettres faisaient partie de ce qu'ils avaient pris du wagon, des preuves de la relation entre Victoria et James que Sarah avait confirmé comme étant authentique, se basant sur l'écriture connue de Victoria. Papa, est-ce que les méchants vont essayer de prendre notre trésor? Daniel s'assit à côté de son fils, s'émerveillant de la façon dont les enfants pouvaient percer les situations compliquées des adultes pour atteindre le cœur de ce qui importait. Je ne sais pas, Léo, mais quoi qu'il arrive, je veux que tu te souviennes que nous avons trouvé quelque chose d'important. Pas seulement les choses de valeur, mais l'histoire de personnes qui s'aimaient et ont essayé de faire ce qui était juste. Comme Victoria et James. Exactement comme Victoria et James. Dehors. La berline sombre était toujours garée en face de la rue, et Daniel pouvait voir la lueur de quelqu'un utilisant un téléphone portable à l'intérieur. Leur découverte avait mis en mouvement des événements qu'il commençait tout juste à comprendre. Et le déjeuner de demain avec Robert Ashworth déterminerait s'ils allaient devenir très riches ou regretter amèrement d'avoir un jour suivi la carte de son père dans la vallée cachée. Les lettres d'amour entre les mains de Léo représentaient plus que des preuves historiques. Elles étaient la preuve que parfois, les trésors les plus précieux étaient ceux qui ne pouvaient pas être mesurés en dollars. Et les découvertes les plus importantes étaient celles qui révélaient des vérités que les gens avaient essayé de cacher. Le Petroleum Club occupait les 3 derniers étages de l'un des plus hauts bâtiments de Billings, ses fenêtres offrant des vues imprenables sur la vallée de Yellowstone et les falaises au-delà. Daniel n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci, des fauteuils en cuir partout, des tableaux à huiler, le genre de richesse discrète qui parlait en chuchotis plutôt qu'en cris. Robert Ashworth attendait à une table de coin, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à l'assurance confiante que confère l'absence de soucis financiers. Il se leva lorsque Daniel s'approcha, tendant la main et offrant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Monsieur Quinn, merci de vous joindre à moi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai pris la liberté de nous commander le saumon à tous les deux. Il est excellent ici.
Daniel accepta la poignée de main et prit le siège offert, intensément conscient de l'apparence de ses clés de voiture d'occasion et de sa chemise de magasin discount dans cet environnement. Monsieur Ashworth, j'apprécie l'invitation, mais je ne suis pas sûr de ce que nous avons à discuter. Veuillez m'appeler Robert. Et je pense que nous avons pas mal de choses à discuter. Robert fit signe au serveur pour des boissons. Vous avez fait des recherches sur l'histoire de ma famille, et je crois comprendre que vous avez peut-être découvert des objets qui ont appartenu à ma grand-tante Victoria. Daniel s'était préparé à ce moment, mais être assis en face de Robert Ashworth en personne était différent de ce qu'il avait imaginé. L'homme dégageait le genre de pouvoir qui découle du contrôle des ressources et de l'influence sur les décisions. Mais il y avait autre chose dans son comportement. Un désespoir soigneusement contrôlé qui suggérait qu'il était plus inquiet de cette conversation qu'il ne le laissait paraître. Je me suis intéressé à l'histoire locale des chemins de fer, dit Daniel prudemment. Bien sûr, un sujet fascinant. Le développement précoce des chemins de fer au Montana est souvent négligé au profit de l'histoire minière et de l'élevage. Robert marqua une pause alors que leur boisson arrivait, du scotch pour lui, de l'eau pour Daniel. Mais je suspecte que votre intérêt dépasse la simple curiosité académique. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Robert tendit la main dans sa veste et en retira une montre de poche de chemin de fer, sa surface dorée luisante malgré son âge évident. La montre était toujours en marche. Son rythme régulier audible dans le restaurant silencieux. Daniel la reconnut immédiatement. Elle était identique à celle qu'ils avaient vue dans le coffre au trésor du wagon. Ceci a appartenu à mon arrière-grand-père Thomas Ashworth. Elle a été fabriquée par le même artisan suisse qui a créé des montres pour plusieurs familles riches au début des années 1900. Un travail distinctif, très reconnaissable pour quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Robert posa la montre sur la table entre eux. Imaginez ma surprise lorsque j'ai appris que quelqu'un avait posé des questions sur des montres similaires dans une boutique d'antiquités locale. Daniel sentit son estomac se nouer. Il n'avait rien apporté à une boutique d'antiquités, mais Léo transportait ses dessins partout. Et les enfants avaient l'habitude de montrer leurs œuvres à quiconque exprimait de l'intérêt. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, Monsieur Quinn. J'énonce des faits. Vous et votre fils avez découvert quelque chose qui appartient à ma famille, et je suis ici pour discuter de la façon dont nous pourrions résoudre cette situation au bénéfice de tous. Le saumon arriva, magnifiquement préparé et valant probablement plus que ce que Daniel dépensait habituellement en course en une semaine. Il le poussa sur son assiette pendant que Robert mangeait. Avec l'efficacité calme de quelqu'un menant des affaires courantes. Permettez-moi d'être direct, continua Robert. Victoria Ashworth était une jeune femme tourmentée qui a volé des biens familiaux de valeur avant de disparaître en 1903. Tout ce que vous avez trouvé représente des biens volés qui appartiennent légitimement à ses héritiers légaux, c'est-à-dire ma famille. C'est intéressant, dit Daniel. Parce que l'historienne avec laquelle je travaille pense que Victoria essayait de dénoncer des crimes environnementaux commis par votre famille. Pour la première fois, le sang-froid de Robert vacilla légèrement. Ah, oui, mademoiselle Chen, une universitaire respectée, bien que sujette aux théories romantiques sur les événements historiques. Je crains qu'elle n'ait laissé ses recherches être colorées par des sensibilités environnementales modernes qui n'existaient tout simplement pas en 1903. Alors, vous dites que Victoria n'a pas été assassinée? Je dis que Victoria était une jeune femme instable qui s'est enfuie avec un amant et dont on n'a plus jamais entendu parler. Toute preuve suggérant le contraire est soit fabriquée, soit mal interprétée. Robert se pencha en avant, sa voix prenant un ton plus sérieux. Monsieur Quinn, j'ai également fait des recherches sur vous. Licencié abusivement de votre emploi, traversant un divorce difficile, faisant face à une expulsion. Vous êtes clairement un homme qui se soucie profondément de subvenir aux besoins de son fils. Je respecte cela. Daniel sentit la conversation dériver vers un terrain qu'il redoutait. Je suis prêt à vous offrir 50 000 $ pour le retour de tout objet que vous auriez pu trouver et qui a appartenu à Victoria Ashworth. Aucune question posée, aucune complication légale. Une simple transaction qui résout vos problèmes financiers immédiats et permet à ma famille de récupérer une propriété qui nous a été prise il y a plus d'un siècle. 50 000 $, plus d'argent que Daniel n'en avait jamais eu en une seule fois.
Assez pour les remettre sur pied et donner à Léo la stabilité qu'il méritait. Mais c'était aussi un montant qui confirmait que le trésor qu'ils avaient trouvé valait bien plus que ce que Robert offrait. Et si je décline votre généreuse offre? Le sourire de Robert revint. Mais maintenant, il portait un tranchant d'acier. Alors vous vous retrouverez face à des défis juridiques qui consumeront toutes les ressources que vous avez et bien plus. Accusation d'intrusion. Pour avoir accédé à une propriété privée, accusation de vol pour avoir retiré des objets qui ne vous appartiennent pas, peut-être même des accusations de mise en danger d'enfants pour avoir impliqué votre fils dans des activités illégales. La terre où nous avons fait la découverte est une forêt nationale. En êtes-vous certain? Les limites de propriété dans les zones montagneuses reculées peuvent être étonnamment complexes. Ma famille a maintenu des revendications légales sur diverses parcelles pendant des générations, et j'ai de très bons avocats spécialisés dans ces questions. Daniel regarda par la fenêtre la ville tentaculaire en contrebas, pensant à Léo qui attendait chez Sarah Chen, dessinant probablement d'autres images de leur aventure et demandant quand il pourrait retourner voir le trésor. J'ai besoin de temps pour réfléchir à votre offre, bien sûr. Mais, Monsieur Quinn, je dois mentionner que mon offre a une durée limitée. Si la nouvelle de cette découverte devient publique, si l'attention des médias s'y mêle, si les agences fédérales commencent à enquêter, eh bien, alors la situation devient beaucoup plus compliquée. Pour toutes les personnes impliquées. Robert se leva et posa une carte de visite à côté du saumon intact de Daniel. Vous avez jusqu'à vendredi pour décider. Cela fait 3 jours pour choisir. Entre un généreux arrangement privé et une bataille juridique très publique que vous ne pouvez pas vous permettre de mener et que vous ne pouvez pas gagner. Alors que Daniel marchait vers l'ascenseur, il sentait les yeux de Robert le suivre. Les mots de l'homme plus âgé résonnaient dans son esprit, une bataille juridique très publique que vous ne pouvez pas vous permettre de mener. Et que vous ne pouvez pas gagner. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Robert avait proféré la menace qui suggérait qu'il était tout aussi désireux d'éviter l'attention publique qu'il prétendait que Daniel devrait l'être. À l'extérieur du bâtiment, Daniel appela Marcus depuis une cabine téléphonique. Ils ont fait une offre, dit-il quand son ami avocat répondit. Combien? 50 000 $. Marcus siffla doucement. C'est soit très généreux, soit une fraction de ce qu'il pense que ça vaut vraiment. Robert Ashworth a aussi clairement indiqué ce qui se passerait si je ne l'acceptais pas. Des menaces légales, le tout, intrusion, vol, mise en danger d'enfants. Il dit qu'il a des avocats qui peuvent faire en sorte que les litiges de limite de propriété jouent en sa faveur. Daniel, écoute-moi attentivement. S'ils offrent 50 000 $ pour que cela disparaisse discrètement, alors ce que tu as trouvé vaut beaucoup plus. Mais ils ont aussi raison de dire qu'ils peuvent te rendre la vie très difficile si tu les combats. Alors, que recommandes-tu? Je te recommande de faire authentifier et documenter ce trésor par des experts indépendants avant de prendre toute décision. Si c'est aussi historiquement significatif que Sarah Chen le croit, il pourrait y avoir des agences fédérales très intéressées à le protéger. Ce soir-là, Daniel était assis dans le salon de Sarah tandis que Léo et sa fille Emma jouaient à des jeux de société à la table de la cuisine. Sarah avait suivi la couverture médiatique de découvertes similaires, et l'écran de son ordinateur portable montrait des articles sur des trouvailles de trésors qui avaient entraîné de longues batailles juridiques. Le problème, expliqua Sarah, est que sans vérification indépendante de la signification historique, cela devient un simple litige de propriété entre vous et la famille Ashworth. Mais si nous pouvons prouver que ce que vous avez trouvé contient des preuves de crimes environnementaux ou d'autres activités illégales, alors cela devient une question d'intérêt public. Et cela nous protégerait des menaces légales de Robert? Cela pourrait, mais cela garantirait aussi que cette histoire devienne une nouvelle nationale, avec toutes les complications que cela entraîne. Daniel regarda Léo rire avec Emma alors qu'ils jouaient, oubliant momentanément les complexités adultes qui entouraient leur découverte. Dans 3 jours, ils devraient choisir entre la sécurité financière et la possibilité d'exposer une injustice centenaire. La montre de poche que Robert lui avait montrée continuait de tic-tac dans l'esprit de Daniel, marquant le temps vers une décision qui déterminerait non seulement leur avenir financier, mais aussi si Victoria Ashworth recevrait enfin la justice qui lui avait été refusée pendant plus de 100 ans. 2 nuits avant la date limite fixée par Robert Ashworth.
Daniel prit une décision qui le surprit lui-même. Il retournerait une dernière fois dans la vallée cachée, seul, pour documenter soigneusement tout ce qu'ils avaient trouvé avant de prendre une quelconque décision concernant l'offre de Robert. S'il allait abandonner leur découverte, il voulait comprendre exactement ce à quoi il renonçait. Sarah avait accepté à contre-cœur de garder Léo pour la nuit encore une fois, comprenant le besoin de Daniel de voir le coffre au trésor une dernière fois sans mettre son fils en danger. Elle lui avait également fourni un appareil photo haute résolution et un équipement GPS pour créer un enregistrement complet de leur découverte. La randonnée nocturne vers la vallée était différente de leur première aventure. Alors qu'avant Daniel avait été rempli d'émerveillement et de possibilités, il portait maintenant le poids des complications adultes et la connaissance que des personnes puissantes surveillaient chacun de ses mouvements. La forêt semblait plus sombre, le sentier familier plus dangereux, comme si les montagnes elles-mêmes pressentaient la confrontation imminente. Les wagons étaient exactement comme il les avait laissés, recouverts de lierre et paisibles au clair de lune. Daniel installa des lampes de travail à pile et commença le processus minutieux de photographie et de catalogage de tout ce qui se trouvait dans le coffre-fort caché. Chaque objet racontait une histoire, des bijoux portés lors de fêtes élégantes, des peintures qui avaient orné le salon d'un manoir, des documents qui enregistraient les affaires quotidiennes d'une famille riche. C'est en photographiant une pile de lettres nouées par un ruban bleu que Daniel remarqua quelque chose d'étrange à propos du coffre-fort lui-même. Le plancher en bois qui avait dissimulé le trésor montrait des signes de modification récentes, des rayures dans le bois qui semblaient trop fraîches pour dater de 1903, et des charnières métalliques qui, bien que vieillies, semblaient avoir été installées avec des vis modernes. Examinant le coffre-fort de plus près avec sa lampe de poche, Daniel découvrit ce que les yeux perçants de Léo avaient manqué lors de leur première exploration. Le coffre-fort avait un double fond. Le mécanisme de découverte était ingénieux, une section du plancher du coffre-fort qui se soulevait complètement lorsque la bonne pression était appliquée sur des ressorts cachés dans les coins. En dessous se trouvait une chambre plus profonde, celle-ci tapissée de cuir huilé et contenant des objets qui coupèrent le souffle de Daniel. Des documents, des dizaines, soigneusement conservés dans des étuis étanches. Et tandis que Daniel lisait à la lumière de sa lampe de poche, la véritable histoire de Victoria Ashworth commença à émerger. Il ne s'agissait pas de lettres d'amour ou de souvenirs personnels. Il s'agissait de registres commerciaux, de correspondances gouvernementales et, le plus accablant de tout, de documents internes de l'entreprise qui détaillaient le déversement systématique de déchets miniers par Thomas Ashworth dans les sources d'eau de tout l'ouest du Montana. Les papiers montraient un schéma de destruction environnementale qui avait empoisonné des rivières, contaminé des terres agricoles et causé des problèmes de santé dans les communautés minières, le tout couvert par des pots de vin à des fonctionnaires et l'intimidation de témoins potentiels. Mais le document le plus choquant était le propre témoignage manuscrit de Victoria, daté de quelques jours seulement avant sa disparition. J'ai essayé de raisonner mon père, mais il refuse de reconnaître les dégâts que ces opérations causent à des familles innocentes. Les enfants des camps miniers tombent malades, leur eau potable est contaminée par les produits chimiques de nos opérations de traitement. Quand j'ai menacé de porter ces preuves aux autorités fédérales, il m'a dit que je serais interné dans un asile avant de pouvoir parler à quiconque en dehors de la famille. Je crains pour ma vie, mais je ne me tairai pas. J'ai déplacé les preuves de nos crimes dans un endroit sûr, ainsi que des ressources qui me permettront de recommencer ma vie, loin de l'influence de mon père. S'il m'arrive quelque chose, je prie pour qu'un jour quelqu'un trouve cette cachette et s'assure que justice soit enfin rendue aux personnes que nous avons lésées. Le testament ci-joint établit une fiducie au bénéfice des familles affectées par les opérations minières d'Ashworth, à administrer par quiconque découvrira ces preuves. Je nomme James Morrison comme mon héritier et exécuteur, mais s'il ne peut servir, alors je désigne que ses ressources devraient aller à quiconque est assez courageux pour exposer la vérité sur ce que ma famille a fait. Les mains de Daniel tremblèrent en lisant le document final de Victoria, un testament qui non seulement exposait les crimes de sa famille, mais désignait légalement le trésor à quiconque le trouverait, spécifiquement dans le but de demander justice pour les dommages environnementaux causés par les opérations Ashworth. Mais il y avait plus. Sous le témoignage de Victoria se trouvait